Alors bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de continuer à faire un rappel sur les tris de tableau. Donc on a déjà vu pour commencer le tri par sélection, et aujourd'hui je vous propose de voir un tri un peu plus complexe qui s'appelle le tri par insertion. Alors voilà le principe de fonctionnement du tri par insertion. Comme pour le tri par sélection, votre tableau il est toujours divisé en deux parties. Vous avez la partie gauche en bleu, qui est la partie qui contient les éléments déjà triés, donc une partie déjà ordonnée, et vous avez la partie droite en rouge qui contient la partie non triée. Cette fois-ci, pour cet algorithme-là, la partie triée elle est comprise entre l'indice 0 et fin, donc fin ici en bleu désigne en fait la dernière case de la partie déjà triée. Et vous voyez que si on regarde maintenant la partie non triée en rouge, elle commence à fin plus 1. Alors, si on regarde sur l'exemple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple, je prends le premier élément de la partie non triée, 5. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse avec ce 5? Que je l'insère dans la partie déjà triée en bleu. Alors là, si on regarde, si je veux insérer le 5, pour faire que la partie triée reste triée, il faut que je le mette à la place du 7. Ce qui va nécessiter ensuite de décaler le 7 et le 9 d'un cran. Donc là, vous avez vu sur le schéma, j'ai mis 1 qui pointe sur la case qui contient le 7, ça veut dire 1, c'est la position d'insertion. Donc première étape, dans cet algorithme-là, consistera toujours à rechercher la position d'insertion, ça veut dire la position à laquelle je dois insérer la première case de la partie non triée, dans la partie triée. Alors bien évidemment, si je veux mettre le 5 à la place du 7, je vais être obligé de faire quoi? Je vais être obligé de décaler le 7 et le 9 d'un cran vers la droite, pour permettre l'insertion du 5. C'est ce qui nécessite de faire un décalage. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai décalé le 9 à la place du 5, le 7 à la place du 9, et le 5, je peux le mettre à la place du 7. Alors, dans ce cas-là, on obtient le tableau dans cet état-là. On constate bien que 2, 3, 4, 5, 7, 9, c'est bien resté trié. Et comme maintenant, il faut que je passe à l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer d'un cran la partie triée, et diminuer d'un cran la partie non triée. Ce que je fais en faisant fin égale fin plus 1. Voilà, donc on obtient cet état-là. Alors je vous propose maintenant qu'on voit la mise en œuvre pratique de l'algorithme du tri par insertion. Alors je vous rappelle que la première étape va consister à rechercher dans la partie déjà triée en bleu la position d'insertion pour le premier élément de la partie non triée en rouge. Ça veut dire que là je veux insérer le 5 dans la partie bleue. Alors pour ça on va utiliser une variable qui s'appelle ins pour position d'insertion. Si vous regardez la boucle tant que, déjà première remarque, vous avez marqué tant que 1 c'est strictement supérieur à 0. Comme on va reculer vers la gauche dans la partie non triée, il ne faut pas que on fasse un débordement de tableau par la gauche. Deuxième remarque, deuxième condition, c'est t crochet 1 moins 1 supérieur à t de fin plus 1. Ça veut dire que là, je vais comparer à chaque fois les cases en bleu de la partie non triée avec le premier élément de la partie non triée en rouge. T crochet fin plus 1, c'est le 5. Je vais le comparer avec toutes les cases en bleu. Si je trouve une valeur qui est plus grande dans la partie bleue, je continue à reculer. Sinon, j'arrête le parcours. De cette manière-là, quand on va sortir de la boucle tant que, eh bien, la position d'insertion pointera, ici en l'occurrence, sur le 7. Si je reviens un tout petit peu en arrière, initialement la position d'insertion elle était sur le 5. Comme le 9 est plus grand que le 5, je décale, je recule d'un cran la position d'insertion qui pointe maintenant sur le 9. Comme le 7 est plus grand que le 5, je recule encore d'un cran vers la gauche la position d'insertion qui pointe sur le 7. Par contre, comme 4 c'est inférieur ou égal à 5, et dans ce cas-là, je sors de la boucle et j'ai bien la position d'insertion qui pointe sur le 7. Alors pour faire le décalage des valeurs, on aurait pu faire une boucle supplémentaire, mais comme on cherche l'efficacité, on va tout faire en même temps, ça veut dire on va modifier la boucle précédente pour qu'en même temps qu'on recherche la position d'insertion, on fasse le décalage des valeurs vers la droite.
Alors pour faire une permutation, de toute façon ça reste toujours valable, je dois toujours commencer par faire quoi? Utiliser une variable temporaire pour stocker ici la valeur à insérer le 5. Pour quelle raison? C'est parce que quand je vais décaler le 7 et le 9 d'un cran vers la droite, il faut que je garde le 5 pour pouvoir le mettre à la place du 7. Si vous regardez bien, donc j'ai rajouté combien de lignes? Le stockage de la première case de la partie non triée dans la variable temporaire temp. Et qu'est-ce que je fais dans la boucle tant que? À chaque fois je fais t crochet 1 égale t crochet 1 moins 1, ça veut dire je prends la case de gauche et je la mets dans la case de droite. Ce qui permet de décaler le 9 à la place du 5, le 7 à la place du 9, et une fois que j'ai terminé ça, vous voyez après la boucle tant que je fais t crochet 1 est égal à temp, ça veut dire je prends la valeur temporaire, qui était la première case de la partie non triée, et je la mets dans la position d'insertion. Donc finalement, si on récapitule à chaque étape, je recherche la position d'insertion, je décale les éléments qui suivent la position d'insertion d'un cran vers la droite, et j'insère le premier élément de la partie non triée à la position d'insertion. Bien évidemment, comme je dois faire ça pour toutes les cases du tableau, et bien qu'est-ce que je vais faire à chaque étape? Je vais encore une fois, comme pour le tri par sélection, avancer d'un cran la partie déjà triée, et reculer d'un cran la partie non triée. Et on va progresser comme ça au fur et à mesure avec un tableau de plus en plus trié au fur et à mesure. Alors voilà le programme du tri par insertion. Vous avez vu encore une fois, vous allez avoir une boucle pour avancer d'un cran la partie déjà triée. Bien évidemment, pour ne pas avoir à refaire à chaque fois le calcul de la longueur du tableau, on stocke la longueur du tableau dans une variable n. Et là, on fait une boucle for fin in range n-1. Ce qui veut dire que fin va prendre les valeurs de 0 jusqu'à n-2. On est bien d'accord, hein? À la première étape, on a déjà une case dans la partie déjà triée parce que le tableau qui contient qu'une seule case, il est déjà trié. Ensuite, en rouge, vous avez la recherche de la position d'insertion avec en même temps le décalage des éléments d'un cran vers la droite. Et enfin en bleu, l'insertion de la première case de la partie non triée à la position d'insertion. Alors voilà, bon, celui-ci est un peu plus complexe à comprendre, donc je vous propose maintenant de voir le fonctionnement du tri par insertion sur un exemple. Comme ça, vous allez voir, c'est peut-être un peu plus simple de visualiser les choses. Alors, avant le démarrage du tri, fin est égal à 0. Ce qui veut dire que ici, la partie déjà triée contient déjà un premier élément. Effectivement, quand vous avez un tableau avec un seul élément, on peut considérer qu'il est déjà trié. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'on prenne le premier élément de la partie non triée, ça veut dire le 4, qui est en position 1, et qu'on recherche dans la partie déjà triée en bleu, la position d'insertion. Alors comme on peut le constater, le 4, je dois l'insérer à la place du 7. Ce qui veut dire que ici, la position d'insertion, elle est en position 0. Bien évidemment, ça va nécessiter de décaler le 7 d'un cran vers la droite. Donc on a mis le 4 à la place du 7, et le 7 à la place du 4. Donc maintenant, il nous reste à avancer d'un cran la partie triée. Ça veut dire que fin, maintenant qui était sur la position 0, va passer sur la position 1. Ça veut dire que maintenant, le tableau contient, la partie déjà triée, contient deux valeurs, 4 et 7. On continue l'algorithme, je passe à l'étape suivante, je prends la première case de la partie non triée, 3, il faut que je l'insère dans la partie bleue déjà triée, il va donc falloir que je l'insère à la position du 4, ce qui veut dire que la position d'insertion cette fois-ci c'est 0. Pour pouvoir mettre le 3 à la position du 4, je vais devoir décaler le 4 et le 7 d'un cran vers la droite. C'est ce qu'on fait en réalisant la permutation suivante. J'avance d'un cran du coup la partie déjà triée, qui contient maintenant les valeurs 3, 4, 7. Je prends le premier élément de la partie non triée, 2. Il faut que je l'insère dans la partie déjà triée, ce qui veut dire que je dois l'insérer à la place du 3. Ce qui veut dire que la position d'insertion, cette fois-ci, c'est 0. Bien évidemment, ça nécessite que je décale 3, 4, 7 d'un cran vers la droite et que je mette le 2 à la place du 3. C'est ce que l'on réalise à l'aide de la permutation suivante. J'avance d'un cran à la partie déjà triée, et donc on passe à l'étape suivante. Je prends le premier élément de la partie non triée, 9, il va falloir que je l'insère dans la partie non triée. Alors, c'est ce que je vous disais l'autre fois, c'est que ici, le 9
il faut qu'il reste à sa place. Donc c'est bien la raison pour laquelle la boucle, tant que sur la position d'insertion, elle commence bien par la position du premier élément de la partie non triée. Ça veut dire que la position d'insertion ici, ça va rester 4. C'est ce que l'on constate ici. Autrement dit, je remplace le 9 par le 9, donc j'écrase le 9 par le 9, et le tableau reste inchangé. Bien évidemment, j'avance encore d'un cran la partie déjà triée. On continue l'algorithme, je reprends le premier élément de la partie non triée, le 5, il faut que je l'insère dans la partie déjà triée. Vous avez compris, je vais devoir l'insérer à la place du 7. Ça veut dire en position d'insertion 3, ce qui nécessite de décaler le 7 et le 9, avec la permutation suivante. On arrive à la dernière étape, donc attention, le tri n'est pas encore fini, j'ai encore le 8 à insérer, donc je prends le premier élément de la partie non triée. Il va falloir que je l'insère à la place du 9, ce qui veut dire que la position d'insertion est 5, et que je doive réaliser la permutation suivante. Une fois que cette permutation a été faite, eh bien on arrive à un tableau complètement trié. Et là, le tri est terminé. Alors pour terminer donc ce rappel sur les tris, il nous reste encore une dernière petite chose à voir, c'est l'étude de la complexité du tri par sélection et du tri par insertion. On va commencer par le plus simple, le tri par sélection. Je vous rappelle qu'étudier la complexité d'un algorithme signifie compter le nombre d'opérations en fonction d'un paramètre représentatif de la taille des données. Là, en l'occurrence, quand on veut faire un tri de tableau, le paramètre représentatif de la taille donnée, c'est la taille du tableau. Quand je passe d'un tableau de taille 10 à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000 ou à 1 million, en fait, il faut voir comment se comportent les algorithmes en fonction de la taille du tableau. Alors, si je reprends le tri par sélection, vous vous souvenez, donc ça consiste à regarder dans la partie non triée, rechercher le minimum, et à le mettre en première position de la partie non triée. Là, par exemple, j'ai combien de comparaisons à faire sur cette étape de l'algorithme? Dans la partie non triée, je dois comparer le minimum qui est initialisé avec la valeur 9, je le compare avec le 7, je trouve une valeur plus petite, donc je mets le minimum à jour sur le 7, et je compare avec le 8. Donc là, ça nécessite, pour une partie non triée de taille 3, de faire 2 comparaisons. Donc plus généralement, si on regarde à la première étape du tri par sélection, j'ai 7 cases, je compare 6 cases, il va falloir que je fasse 6 comparaisons. À la deuxième étape, 5 comparaisons. Deuxième étape, 4 comparaisons, et on continue ainsi de suite. Finalement, on voit qu'il va y avoir au total 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 comparaisons, sachant qu'on a un tableau de taille 7. Donc dans le cas général, ça veut dire qu'on va devoir faire la somme de 1, plus 2, plus 3, jusqu'à n-1. On se rappelle que la somme des n premiers entiers, c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Autrement dit, dans notre exemple, ça nous donne n-1 fois n divisé par 2. Ce qui nous donne un coût de quel ordre de grandeur? A fois n au carré. Donc là, on constate que pour un tri par sélection, on a donc un coût qui est quadratique. Ça veut dire proportionnel au carré de la taille du tableau. Alors je ne vais pas le faire, mais on peut montrer de la même manière que pour un tri par insertion, on a aussi un coût quadratique dans le pire cas. Alors le pire cas, oui, bien évidemment, quand on évalue la complexité, on envisage le cas qui demande le plus de travail. En l'occurrence, pour un tableau, pour un tri de tableau, le pire cas, c'est vous voulez trier par ordre croissant un tableau qui est trié par ordre décroissant. Alors là, vous allez avoir le maximum de travail. Le meilleur cas consisterait à trier un tableau par ordre croissant qui serait déjà trié par ordre croissant. Alors pourquoi est-ce qu'on a un coût quadratique? Si on n'avait pas fait le raisonnement en détail, en fait vous constatez que dans les deux programmes, que ce soit le tri par sélection ou le tri par insertion, il y a toujours deux boucles imbriquées. Et avec notamment une deuxième boucle, là, celle qui est en rouge, qui dépend de la première, parce que vous avez vu que dans le range, il y a marqué deb, et deb c'est quoi? C'est l'indice de la première boucle. Donc ça génère un coût quadratique, proportionnel à n au carré. Alors de la même manière, on voit ici pour le tri par insertion, vous avez une première boucle sur fin, et une deuxième boucle, alors c'est pas explicite, mais quand vous faites tant que t crochet 1-1 strictement supérieur à temp, temp c'est t crochet fin plus 1, donc c'est bien une boucle qui dépend de fin. Donc là aussi on a deux boucles imbriquées, l'une dans l'autre, ce qui va générer un coût quadratique.
Alors, vérification expérimentale, pour vérifier que ce que je dis, c'est pas des cracks, vous pouvez tout simplement écrire un programme Python qui fait des mesures de temps de calcul. On a une librairie qui s'appelle la librairie Time, ou le module Time, qui permet de faire des mesures de temps de calcul. On le verra un peu plus tard quand on fera les diffusions. Pour évaluer la complexité, je vous le rappelle, on envisage le pire cas, celui qui demande le plus de travail. Le pire cas, c'est bien de trier un tableau par ordre croissant, alors qu'il est déjà trié par ordre décroissant. Alors voilà les résultats obtenus à la fois pour le tri par sélection et pour le tri par insertion. Vous avez vu qu'en fait, qu'est-ce que je fais dans mon tableau? Volontairement, à chaque fois, je multiplie la taille du tableau par 2. Quand je passe de 1000 à 2000, c'est x2, 2000 à 4000, c'est x2, etc. Et puis à la fin, j'atteins un tableau de taille 64 000. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'à chaque fois, sauf peut-être pour les premières cases, vous pouvez considérer que si la taille du tableau est multipliée par 2, le temps de calcul est multiplié par 4. Exemple, si vous regardez les 2 dernières lignes du tableau, pour un tri par sélection, il a fallu 52,1 secondes pour faire le tri d'un tableau de taille 32 000. Et quand je passe à une taille 64 000, on est à 209 secondes. 209 secondes, c'est quasiment 52 secondes x 4. Pareil pour le tri par insertion. Vous avez 125 secondes pour trier un tableau de taille 32 000. Et à peu près 4 fois plus, 501 secondes pour trier le tableau de taille 64 000. Pourquoi x4? Parce que comme vous avez un coût quadratique, si vous faites n fois 2, le n fois 2 au carré, ça va faire n au carré fois 2 au carré, ça veut dire x4. C'est bien pour ça que le temps de calcul est multiplié par 4 à chaque fois. On peut aussi noter que si on multipliait la taille du tableau par 10, eh bien le temps de calcul, lui, serait multiplié par 10 au carré. Alors, si vous n'avez toujours pas compris ça, on peut tracer une courbe qui représente les temps de calcul en fonction de la taille du tableau. Et vous voyez bien que pour le tri par sélection et le tri par insertion, vous avez une allure qui est quasiment parabolique. Ça veut dire une fonction du type y égale x carré, ce qui veut bien dire qu'on a un coût quadratique. Alors des fois, vous pouvez avoir des petits écarts. Pourquoi là, il y a un point rouge qui est tout en bas de l'allure? C'est parce que des fois, votre processeur il fait d'autres choses en même temps et ça peut ralentir effectivement l'exécution du programme. Il faut garder à l'esprit que quand on fait une mesure de temps de calcul, le processeur ne fait pas uniquement la mesure du temps de calcul de votre programme, mais aussi de tous les programmes qui sont en train de tourner sur votre machine. Alors, conclusion de ce travail, ce qui est à retenir. Donc déjà, vous devez retenir le fonctionnement du tri par insertion et du tri par sélection. Vous devez retenir que ces deux tris ont un coût qui est quadratique. Je ne vais pas le montrer, mais on peut montrer que l'intérêt du tri par insertion par rapport au tri par sélection, c'est qu'il a un coût qui devient linéaire si on a un tableau qui est quasiment trié. Vous avez vu que lorsqu'on fait la recherche de la position d'insertion, on arrête la recherche dès qu'on a trouvé la position. Si à chaque fois que la première case de la partie non triée est plus grande que toutes les cases de la partie triée, eh bien, il n'y a aucune chose à faire et le tri sur insertion, dans ce cas-là, va avoir un coût qui va devenir linéaire. On va voir maintenant, un peu plus tard dans le cours de terminale, de nouveaux tris cette année, notamment le tri fusion et aussi peut-être le quicksort, qui permettent notamment d'avoir des coûts qui sont beaucoup plus intéressants. Notamment une méthode qui s'appelle la méthode diviser pour régner. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.